j'ai l'immense plaisir d'introduire comme première intervenante Amandine Descombes de Montpellier, qui a pu venir. Merci d'être avec nous sur la motivation apathie et donc la présentation d'une étude. Merci et je passe la parole. Bonjour, donc je suis Amandine Descombes, je suis psychologue spécialisée en neuropsychologie et docteur en neuropsychologie. Je travaille au C2R Jean Mainvielle, donc une structure qui accompagne les personnes avec un diagnostic de schizophrénie selon la philosophie du rétablissement personnel, donc surtout leur projet de vie, et également à la plateforme de réhabilitation professionnelle où on accompagne toute personne avec un trouble psychique vers le retour à l'emploi ou la formation, donc sans présumer de leur capacité, selon la méthode IPS. Donc tout ça au CHU de Montpellier. Et aujourd'hui, je vais vous parler de motivation et d'apathie. Donc c'est un sujet assez large. J'ai fait une partie de ma thèse sur plutôt les mécanismes, et aujourd'hui, je vais vous présenter une étude que nous venons de débuter avec le professeur Stéphane Raffard et ma collègue Pauline Heinemann, qui s'intitule l'étude Comeia, où on va parler du contraste mental et de l'implémentation d'intention pour améliorer l'apathie dans la schizophrénie. Donc, quelques généralités classiques. Donc, la schizophrénie fait partie des troubles psychotiques. Ça la concerne 1% de la population et c'est une des 10 maladies entraînant le plus d'invalidité, donc une hétérogénéité de symptômes. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plutôt la dimension négative. Alors, ça marche toujours pas, merci. Et notamment donc, dans la dimension négative, nous avons l'apathie, l'anédonie, la socialité, l'émoussement des affects et également la logie. Donc, concernant l'apathie, merci. Il s'agit d'une réduction des comportements orientés vers un but. C'est un symptôme transdiagnostique, on les retrouve également dans la dépression, mais dans les maladies neurodégénératives. Et environ 51% des personnes qui ont un diagnostic de schizophrénie présentent ce symptôme. Et c'est embêtant car c'est un symptôme qui a le plus d'impact dans la vie quotidienne. Notamment, c'est un frein au retour à l'emploi. Merci. Ça influence la qualité de vie et également le devenir fonctionnel. Donc il y a une méta-analyse qui commence à dater un petit peu de Sarpoli et collaborateurs portant sur les prises en charge de l'apathie. Donc intervention versus placebo pour les symptômes négatifs. Et en fait, ils ont mis en évidence que ni les traitements pharmacologiques ni les interventions psychologiques n'avaient montré une efficacité avérée pour prendre en charge ces symptômes. D'où l'intérêt de mieux comprendre les mécanismes sous-jacents de l'apathie. Alors là, c'était plutôt une partie de ma thèse. On s'est intéressé avec Stéphane Raffard sur la notion d'effort dans la motivation. Donc, motivation implique un comportement orienté vers un but, et finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas un problème pour percevoir, mobiliser de l'effort pour accomplir ce but-là? Donc beaucoup d'études, donc on a une revue de Culbret et collaborateurs, montrent que en fait, il y a un déficit de prise de décision par rapport à l'effort pour obtenir certaines récompenses dans la schizophrénie. Gard et collaborateurs mettent en évidence que les individus avec schizophrénie peuvent peuvent faire des activités plaisantes, mais que si elles nécessitent peu d'efforts. Et nous, avec mon directeur de thèse, on s'est intéressé sur l'effort cognitif et l'effort physique sans prendre en compte la récompense. Et les individus avec schizophrénie peuvent mobiliser de l'effort, mais ils ont une surestimation de la perception de l'effort qu'ils ont investi. Donc finalement, de cette littérature, on s'est posé la question, est-ce qu'il y aurait des stratégies qui nous permettraient de réduire l'effort dans une action ? Et du coup, ce qui nous a amené à proposer l'étude Comeia, qui est la mise en place du contraste mental et l'implémentation d'intention, que je vais vous présenter de suite. Alors, le contraste mental, c'est une stratégie d'autorégulation qui a été développée par Owen Tingen, où il s'agit en fait tout d'abord d'imaginer le but comme déjà accompli et les émotions positives qu'elle génère.
Par exemple, je m'imagine finir cette présentation, que je serais contente d'avoir affronté ça devant autant de monde, où je serai plus détendue. Donc imaginez vraiment l'instant où ce sera fini. Juste après, il faut imaginer la réalité actuelle. Donc là, je dois encore continuer de parler, affronter un petit peu tout ça. Et le fait de coupler la réalité actuelle, le futur désiré, avec les conséquences positives, et la réalité actuelle, qui est un obstacle à mon but, induit une sensation d'agir. En termes d'efficacité, donc tout d'abord, Oettinger a fait plein d'études. Juste imaginer le futur, ça n'induit pas la sensation d'agir. C'est comme si, en fait, c'était fait, mais ça ne motive pas la personne à fournir les efforts. Juste imaginer la réalité actuelle, c'est pas très motivant non plus parce qu'on regarde que les obstacles. Et vraiment, c'est d'abord imaginer le futur qui va favoriser la direction du comportement. Et ensuite, imaginer la réalité actuelle qui va permettre de fournir les efforts nécessaires pour atteindre le but. Donc, le contraste mental a été étudié dans plusieurs domaines et a montré une efficacité par rapport à juste imaginer le futur ou juste le présent, dans l'apprentissage d'une langue, de la combinaison de travail en combinaison entre travail et vie personnelle chez les doctorants, la réduction de consommation de cigarettes et l'augmentation de l'activité physique chez les personnes qui ont du surpoids. Ensuite, donc, là je vous ai présenté le contraste mental, et de plus en plus dans la littérature, on utilise en complément l'implémentation d'intention. Donc c'est une stratégie de planification où on va imaginer un plan d'action pour faire face à l'obstacle. Donc, toujours avec la phrase « quand ou si la situation se produit, alors je ferai tel comportement ». Et on imagine ce plan d'action. Donc par exemple, si j'ai envie de faire du sport, j'ai l'intention de faire du sport, quand je rentre à la maison, alors je mets mes baskets et je vais aller courir 5 minutes. Le fait d'imaginer à l'avance favorise l'initiation d'action. Donc, le fait de faire de l'implémentation d'intention, en fait, on va préparer la réponse comportementale de façon plus automatique et finalement toujours en réduisant l'effort associé à l'action. Il y a beaucoup d'études qui ont mis en évidence l'efficacité de cette stratégie dans l'augmentation des comportements écologiques auprès des étudiants, à, par exemple, plutôt prendre le bus que la voiture, l'augmentation et le temps de fréquence des révisions des étudiants. Et dans la schizophrénie, ça a déjà été testé, notamment pour améliorer la mémoire prospective et la vitesse de traitement dans une tâche go-no-go. Ça reste très expérimental, mais en tout cas, ça a su faire ses preuves au niveau de la schizophrénie. Enfin, donc il y a plusieurs études qui ont couplé l'implémentation d'intention et le contraste mental. Donc, j'imagine le futur comme déjà réalisé, les conséquences positives. Ensuite, j'imagine la réalité actuelle. Et pendant que j'imagine la réalité actuelle, je vais faire mon plan d'action et l'imaginer pour vraiment réduire l'effort. Les deux ensemble permettent d'un maintien du but en mémoire avec une technique de planification. De plus, le fait de coupler ces deux stratégies permet de rendre plus accessible un but qui peut être difficile. Là, je vous ai cité quelques exemples en psychopatho. Donc, ils ont fait une première étude dans la dépression où, avec l'utilisation en une seule séance du contraste mental et de l'implémentation d'intention, ça a favorisé le nombre de buts atteints sur les activités plaisantes, sociales et physiques. Une seule étude a été faite dans la schizophrénie sur la pratique sportive. Donc c'est une étude pilote de Seller et collaborateurs où il y a une augmentation du taux de présence et de la persistance aux séances sportives. Et en plus, il y a eu une réduction significative des symptômes négatifs et de la dépression. Plutôt des résultats encourageants qui nous ont permis de commencer l'étude Comeia. Donc on aimerait tester ces deux techniques auprès de personnes ayant un diagnostic de schizophrénie. Donc par rapport à un groupe contrôle, le groupe contrôle est un groupe avec un diagnostic de schizophrénie où il y aurait de la psychoéducation sur la motivation. Et nous faisons l'hypothèse que les individus qui auront bénéficié de ces deux stratégies auront
une amélioration de l'apathie, une amélioration de la dépression et surtout, ce qui nous intéresse, une augmentation du nombre de buts personnels atteints, sachant que nous travaillons dans une structure de rétablissement, et une perception liée à l'effort moins élevée que ceux qui n'auront pas eu les 2 stratégies. Donc c'est une étude qui est toute récente, on n'a pas encore recruté, donc c'est vraiment un teaser et on s'attend à favoriser l'atteinte de buts personnels en lien avec les projets des usagers et donc réduire plutôt l'intensité de l'apathie et de la dépression. Et après, ça peut être hyper intéressant parce que c'est des stratégies qui peuvent être couplées avec d'autres prises en charge telles que l'activation comportementale et peuvent être généralisées à d'autres pathologies. Je vous remercie pour votre attention.